Septembre 2008. Une banque vieille de 158 ans s'effondre en une nuit. 600 milliards de dollars partent en fumée. Des retraites entières disparaissent. Des millions de personnes se retrouvent au chômage. Et si je vous disais que tout ça a commencé par un mensonge qu'on pourrait résumer en une pub télé? Pourquoi payer un loyer quand vous pouvez être chez vous? On est en 2002. L'Amérique digère encore l'explosion de la bulle Internet. Les attentats du 11 septembre ont mis un coup de massue à l'économie et les marchés financiers sont à cran. Mais la Réserve fédérale, l'équivalent américain de la Banque centrale européenne, a un remède. Elle abaisse ses taux d'intérêt à presque zéro. Résultat, emprunter de l'argent devient aussi facile que commander une pizza. Et soudain, le sport national américain n'est plus le baseball. C'est devenir propriétaire. Félicitations, vous êtes approuvé pour un crédit de 500 000 $. Mais on gagne 40 000 $ par an. Aucun problème. Taux variable, remboursement différé, prêt ninja. Pardon? Un prêt ninja? Pas de revenus, pas d'emploi, pas d'économie, pas de soucis. Bienvenue dans les années 2000, où la banque vous prête quand même. À cette époque, être propriétaire n'était pas juste une question de logement. C'était le symbole de la réussite, la promesse d'une vie stable, le rêve américain mis en brochure. Et le message martelé dans toutes les publicités, tous les panneaux d'affichage, tous les séminaires immobiliers était univoque. Pourquoi payer un loyer à fonds perdu quand vous pouvez construire un patrimoine? Les banques adoraient ce discours, tellement qu'elles ont commencé à distribuer des crédits comme des prospectus dans la rue, et tout le monde semblait gagner à ce jeu. C'est là qu'entre en scène le prêt subprime. Traduction, un crédit accordé à des gens avec un mauvais historique bancaire, des revenus instables ou une relation très approximative avec l'argent. Mauvais dossier, pas d'historique, vous dormez dans votre voiture. Monsieur, vous êtes qualifié pour un appartement de luxe. Je dois m'inquiéter de rembourser? Ce n'est pas votre problème. Si vous ne payez plus, on revend simplement la maison plus chère. C'était une ruée vers l'or immobilier. Tout le monde achetait. Les prix s'envolaient. La maison du voisin avait doublé de valeur en 6 mois. Parfaitement normal. Même les étudiants fauchés et les employés à mi-temps, avec 200 € d'économie, obtenaient un crédit immobilier. Journée ordinaire dans les années 2000. Et les règles, elles, balancées par la fenêtre. Les critères d'octroi de crédit traditionnels, trop contraignants. Les analyses de risque, trop chronophages. L'apport personnel, facultatif. Si vous respiriez, vous aviez un crédit. Les gens achetaient des maisons comme des paquets de chips. Les banques imprimaient des prêts comme des billets de Monopoly. Les courtiers en crédit empochaient leurs commissions plus vite qu'ils ne pouvaient dire « bulle spéculative ». Derrière toute cette euphorie trônait une certitude absolue. Les prix de l'immobilier monteront toujours, parce qu'ils l'ont toujours fait. Jusqu'ici. Mais sous les visites de maisons et les plans de travail en marbre, une question flottait. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Spoiler, tout. Mais on n'en est qu'au début. En 2005, acheter une maison n'était plus une question de se loger. C'était une question de la revendre le plus vite possible au double du prix. L'immobilier n'était plus un toit, c'était un ticket de loterie. J'enseigne à l'école le jour et j'achète des appartements le soir. Je viens d'acheter ma 3e maison sans aucun apport. J'habite dans aucune d'elles. Voilà votre café, désolé du délai. Ma banque vient d'appeler pour me proposer un penthouse à Miami. Ce n'était plus de l'investissement, c'était une obsession collective. Acheter, revendre, empocher, recommencer. Et plus les gens se ruaient, plus les prix grimpaient. Plus ils grimpaient, plus les gens se ruaient. C'était comme essayer d'éteindre un incendie en l'arrosant d'essence. Et tout le monde avait un briquet. Mais sous cette surface en surchauffe, la pourriture. Ces prêts subprimes dont tout le monde se gavait. Ils étaient mauvais, vraiment mauvais. Risqués, mal documentés, accordés à des gens incapables de les rembourser. Mais Wall Street avait un tour de passe-passe. Ils ont regroupé tous ces prêts douteux dans un même paquet, collé une belle étiquette dessus et revendu le tout à des investisseurs en leur promettant que c'était du solide. Mesdames et messieurs, les titres adossés à des créances hypothécaires, désormais avec 80% de mensonges en prime. Comment faire passer des prêts toxiques pour de l'or? Facile.
On demande aux agences de notation de leur coller la note maximale, AAA. Ce paquet-là contient des chômeurs endettés et des étudiants insolvables. Ouais, ça me semble correct. Ce qu'on ne met pas dans la brochure, ces agences étaient payées par les banques qu'elles étaient censées évaluer. C'est comme demander à un inspecteur sanitaire de noter votre restaurant en lui précisant qu'il ne sera payé que s'il vous donne 5 étoiles. En coulisses, tout le monde savait que ces paquets étaient de la camelote. Mais Wall Street n'avait pas fini de cuisiner. Ils ont pris ces lots d'hypothèques bancales et les ont mixés dans des produits encore plus opaques, les CDO, ou obligations adossées à des actifs. Par une alchimie financière digne d'un tour de magie, des prêts poubelles sont devenus des placements estampillés sans risque. Mais tout le monde n'a pas été aveuglé. Une poignée d'investisseurs, des originaux, des sceptiques, des empêcheurs de tourner en rond, ont lu les petits caractères. Ils ont vu la pourriture derrière le vernis. Et au lieu de suivre le troupeau, ils ont posé une question audacieuse. Et si on pariait sur l'effondrement ? Problème, aucun produit financier ne permettait de le faire. Alors ils ont poussé les portes de Wall Street et ont dit « Ces prêts sont de la camelote, on veut parier contre eux. Vous pouvez créer un produit qui nous rapporte s'il s'effondre ? Vous voulez parier contre le marché immobilier américain ? C'est touchant. Très bien. Vous voulez une assurance ? On vous la vend. Vous payez une prime chaque mois. Et quand il ne se passe rien, ce qui sera le cas, on empoche. Tout le monde est gagnant, surtout nous. Parce que franchement, le système ne va quand même pas s'effondrer, non ? Wall Street sentait l'argent facile. Ils ne croyaient pas une seconde ces investisseurs, mais ils adoraient l'idée de toucher des primes régulières sur quelque chose d'infaillible. Alors ils ont créé l'instrument qui allait finalement faire sauter l'économie mondiale, les Credit Default Swaps, ou CDS. En français, des contrats d'assurance qui vous indemnisent si certains placements font faillite. La particularité perverse, vous n'étiez pas obligé de posséder le placement pour souscrire l'assurance. C'était comme prendre une assurance vie sur le grand-père de votre voisin et espérer qu'il fasse une mauvaise chute dans l'escalier. Tout le système était une tour de Jenga, construite avec des mensonges et de la dette. Chaque bloc, un mauvais prêt. Chaque étage supplémentaire, un pari encore plus risqué. Et tout en haut, santé, encore un bonus record. Qui a besoin d'éthique quand l'argent coule à flot ? Les lanceurs d'alerte étaient ignorés, des régulateurs dormaient, et ceux aux commandes, trop riches pour s'inquiéter, trop cupides pour freiner. La fête continuait, pendant que le plancher craquait silencieusement sous leurs pieds. Au début, ce fut un murmure, un crédit impayé par-ci, une saisie par-là, un appartement qui restait vide. Puis vint la vague, et soudain, l'impensable s'affichait en une des journaux. Les prix de l'immobilier baissent. Mais l'immobilier monte toujours, c'est la base, ça ne peut pas arriver. Pendant des années, le marché immobilier avait été cette tour de Jenga, mensonge, effet de levier, optimisme aveugle. Mais en 2007, quelqu'un a retiré le mauvais bloc. Les prêts subprime, ces crédits pourris emballés dans du papier brillant, ont commencé à imploser. Et les titres financiers construits dessus ? Des bombes à retardement qui venaient d'exploser. Des banques qui croyaient détenir des actifs sûrs ont réalisé qu'elles tenaient en réalité des déchets radioactifs. Ces paquets notés AAA, du plutonium financier. On ne peut pas les vendre, ça vaut 0. Mais alors ça veut dire, oui, on est foutu. La panique s'est propagée comme un incendie. Les fonds spéculatifs saignaient. Les banques d'affaires effaçaient des milliards de pertes. Et puis, boum, Lehman Brothers, 158 ans d'existence, disparaît du jour au lendemain. Aucun sauvetage, aucun héros. Juste un cratère de 600 milliards de dollars au cœur de Wall Street. Le message était limpide. Si Lehman peut mourir, tout le monde peut. Du jour au lendemain, les banques ont cessé de se prêter mutuellement. Les marchés du crédit ont gelé d'un coup. C'était comme si quelqu'un avait coupé le courant de l'économie mondiale. J'ai besoin d'un prêt pour payer mes employés. Désolé, on n'a plus de liquidité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est fermé. Bonne chance. Tout s'est grippé. Les familles ne pouvaient plus obtenir de crédit immobilier. Les entreprises ne pouvaient plus payer leurs salariés. Les investisseurs ne pouvaient plus récupérer leur argent. Les retraités regardaient leur épargne s'évaporer en direct. Plan d'épargne retraite détruit.
Économie d'une vie envolée. Le marché de l'emploi pulvérisé. Fin 2008, c'était l'effondrement total. Des millions de chômeurs, des saisies immobilières à la chaîne, des avis d'expulsion entassés comme du courrier publicitaire. Les restos du cœur américains débordés, les agences pour l'emploi transformées en camps de crise. Ce n'était plus seulement Wall Street qui brûlait, c'était toute l'économie réelle en chute libre. Et ça ne s'est pas arrêté aux frontières américaines. Les grandes banques islandaises s'effondrent, la bourse de Tokyo plonge, les dirigeants européens courent dans tous les sens. De Londres à Reykjavik, de Tokyo à Sao Paulo, les marchés s'écroulent, les banques vacillent, les économies spiralent. La question n'était plus « qui sera le prochain ?», elle était « est-ce que tout le système est en train de craquer ?» La grande récession venait officiellement de commencer. Le gouvernement américain faisait face à un choix impossible, laisser tout brûler ou injecter des centaines de milliards d'argent public dans les poches de ceux-là même qui avaient mis le feu. Octobre 2008, ils ont choisi la deuxième option. On a besoin de 700 milliards de dollars pour quoi faire ? Pour les engloutir dans des banques en feu avant que tout explose. Voici le plan Paulson, du nom du secrétaire au Trésor Henry Paulson, officiellement baptisé TARP, pour Troubled Asset Relief Program, soit en français, Programme de rachat des actifs toxiques. Concrètement, l'État américain rachetait les créances pourries des banques pour éviter leur faillite en série. Un coussin de 700 milliards de dollars offert à Wall Street pour amortir sa chute. Pourquoi ? Parce que laisser ces banques s'effondrer, c'était entraîner le reste de l'économie mondiale avec elles. Alors le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Il a ouvert les vannes. Prêts, rachat d'actions, garantie d'État, peu importait la forme. Si votre bilan prenait feu, l'État américain arrivait avec l'annonce à incendie. Et ce n'était pas que les banques à être sauvées. AIG, le géant de l'assurance qui avait parié des milliers de milliards sur des produits toxiques, a reçu plus de 180 milliards d'aides publiques. Même General Motors et Chrysler, des constructeurs automobiles, ont été renfloués à hauteur de 80 milliards, du jamais vu depuis la Grande Dépression des années 30. Pendant ce temps, à la Réserve fédérale, le président Ben Bernanke réécrivait les règles de l'économie avec une planche à billets. Taux ramené à zéro. Emprunter redevient quasi gratuit. Et puis le grand coup, l'assouplissement quantitatif. La Fed crée de l'argent ex nihilo pour racheter des obligations et des actifs toxiques. Imaginez boucher une brèche dans le Titanic avec des liasses de billets. Laissez-moi faire. Et vous savez quoi ? Ça a à peu près fonctionné. Les marchés se sont stabilisés. Les banques ont repris leur souffle. La bourse a touché le fond en mars 2009 avant de remonter progressivement. Wall Street respirait. Mais l'économie réelle, elle, étouffait encore. Le bilan était catastrophique. Le chômage a grimpé à 10%, 8 millions d'emplois perdus, 4 millions de saisies immobilières, 19 000 milliards de dollars de patrimoine des ménages évaporés. Des familles qui n'avaient jamais raté un remboursement se retrouvaient soudain à devoir plus à la banque que leur maison ne valait. Et la colère a grondé. Les bonus de Wall Street sont de retour. Moi, je viens de me faire expulser, et eux, ils touchent des primes ? Ceux qui avaient provoqué la catastrophe avaient été sauvés par l'argent public. Ceux qui l'avaient subi avaient reçu des lettres de licenciement et des bons alimentaires. Wall Street débouchait le champagne. Le reste de l'Amérique faisait la queue à la soupe populaire. Puis vint la rage. 2011, Zuccotti Park, New York. Des milliers de personnes campent, tambourinent, brandissent des pancartes. L'une d'elles résume tout. Nous sommes les 99%. Ce n'était plus seulement une question de renflouement bancaire. C'était le procès d'un système conçu pour protéger les puissants. Les profits encaissés par quelques-uns, les pertes supportées par tous. Et zéro justice au bout du compte. Aucun grand dirigeant de Wall Street n'a été mis en examen. Pas de menottes, pas de procès médiatique. Juste des parachutes dorés et des retraites discrètes dans des résidences secondaires. Le système a survécu, mais la confiance, elle, a brûlé jusqu'aux cendres. Parce que si 2008 nous a appris une chose,
c'est que la prochaine crise ne ressemble jamais à la précédente. Elle paraît anodine, rentable, inévitable, jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Si ce format te plaît et que tu veux d'autres vidéos pour comprendre simplement les plus grands événements économiques et historiques, abonne-toi dès maintenant.